avec nous dans LCI Direct et je salue Alexandre Kateb qui nous a rejoint. Merci d'être avec nous, économiste, et vous êtes le fondateur de Multipolarity AI. On va parler de la plateforme du géant chinois. Chine va-t-elle être bloquée après le scandale des poupées sexuelles, le scandale aussi des armes? Le gouvernement a lancé son plan d'attaque. La justice est saisie. Merci Sylvia Amicone de nous avoir rejoint. Donc d'abord, il y a une sorte de compte à rebours pour Chine. Oui, ce qui se passe, c'est que Chine a jusqu'à demain pour retirer les armes en vente sur son site. Si rien n'est fait, eh bien, le site est menacé de suspension, voire de blocage. C'est le député LR Antoine Vermorel qui a alerté en publiant les photos de machettes ou encore de poings américains qui sont des armes de catégorie A interdites en France. Chine a aussi réagi de son côté en suspendant les articles proposés par des vendeurs tiers indépendants. Vous savez que Chine, au début, ne vendait que des vêtements, puis s'est développée en marketplace pour proposer d'autres articles. Alors que se passera-t-il si, par exemple, demain soir, ces armes sont toujours accessibles aux acheteurs? Eh bien, selon le ministère de l'économie, une réquisition numérique pourra être ordonnée. Il y aura plusieurs leviers. Le site pourra être déréférencé, c'est-à-dire qu'il ne se trouvera plus sur les moteurs de recherche, on ne trouvera plus l'application. L'objectif, c'est de compliquer l'accès à la plateforme, mais ça concerne surtout les nouveaux clients. Autre levier, le blocage du site. L'Arcom peut demander au FAI, les fournisseurs d'accès à Internet, d'empêcher les connexions. C'est ce qu'il fait avec le streaming illégal ou encore les sites pour adultes. On rappelle que ce n'est possible que suite à une décision administrative ou judiciaire. Et il faut savoir que ces mesures ne sont pas toutes efficaces parce qu'il y a toujours des contournements possibles, notamment via un VPN. Autre point de vigilance, Céline, selon le règlement européen sur les services numériques, le DSA entré en vigueur l'an dernier, bloquer un site, cela relève de l'État membre où la plateforme est établie. Et on sait que le siège européen de Chine est en Irlande, pas en France. Et justement, Paris veut aussi agir sur le plan européen, exhorte Bruxelles à sévir. La Commission estime d'ailleurs aujourd'hui même qu'elle n'hésitera pas à prendre des mesures contre la plateforme si nécessaire. Est-ce que c'est une première ou est-ce qu'il y a des précédents en France? La France avait déjà déréférencé le site Wish en 2021. C'est un site californien qui vendait des produits qui n'étaient pas conformes, qui étaient même dangereux. Ce n'était pas un blocage du site, mais cela avait été efficace puisque Wish avait pris des engagements et avait retrouvé sa place 1 an et demi plus tard. Ce qui ne l'empêche pas aujourd'hui d'être de nouveau sous le coup d'une enquête avec Chine, avec Temu, avec AliExpress pour les poupées enfantines, les poupées sexuelles d'apparence enfantine. Merci beaucoup Sylvia Amicone. Renaud Pilat, le gouvernement laisse donc du temps à Chine pour faire le ménage en quelque sorte. S'il y avait ces mêmes armes ou ces mêmes poupées sexuelles dans une boutique, elles seraient fermées très rapidement. Ça veut dire quoi? Est-ce que la loi est mal faite ou est-ce qu'il y a un manque de volonté politique? En réalité, ce sont des plateformes qui ne sont pas vraiment nouvelles, mais qui sont des plateformes d'extraterritorialité. On est dans un monde virtuel, on n'est pas effectivement sur des boutiques physiques. Donc le législateur, et notamment le législateur européen, notamment la Commission de Bruxelles, parce que c'est la Commission de Bruxelles qui décide, a énormément de retard dans la réglementation pour ces plateformes, et notamment les plateformes chinoises. On a aujourd'hui des députés français, je peux vous le dire. On a par exemple Olivia Grégoire qui a posé une question mardi à Roland Lescure à l'Assemblée, qui est très en pointe, qui est ancienne ministre, très en pointe sur ce sujet. Et elle est en train d'écrire une résolution, de faire voter une résolution à l'Assemblée nationale pour l'emmener au Parlement européen et convaincre d'autres députés italiens, allemands, espagnols, pour pousser la Commission. C'est un forcing des députés français et des députés européens pour forcer la Commission à avoir une réglementation beaucoup plus sévère. Parce qu'encore une fois, comme l'a très bien dit Sylvia, voilà, je parle vite, et comme l'a très bien dit Sylvia, on se retrouve là avec une législation qui est complexe. Ils sont en Irlande. Ils sont en Irlande pourquoi? Parce que c'est un pays qui, notamment fiscalement, est extrêmement libéral. Donc oui, effectivement, c'est pas une boutique physique, donc il faut s'adapter. Mais, et je termine là-dessus, pour la première fois quand même, c'est un coup de semonce, à mon avis, extrêmement important pour la régulation de Chine. On n'arrivera pas à empêcher Chine. Si c'est pas Chine, ça sera un autre. Mais il faut une régulation enfin. Valérie Lecam.
Oui, ça fait un moment quand même que les autorités françaises travaillent peut-être pas exactement sur ce sujet-là, mais sur un sujet connexe. Clara Chapias, qui était la ministre déléguée au numérique dans le gouvernement précédent, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été reconduite, parce qu'elle avait commencé un travail extrêmement important. Elle avait saisi déjà les autorités européennes sur toutes les histoires de vidéos pornographiques qui circulaient à destination des jeunes et sur lesquelles il n'y avait pas de contrôle. On ne peut pas empêcher les vidéos pornographiques pour les adultes, c'est leur liberté, mais elle voulait absolument imposer un âge minimum pour pouvoir y accéder. Et c'est vrai que la France, qui travaille sur ces sujets-là, se trouve démunie si elle n'a pas l'aide de la Commission européenne et des autorités européennes. Ce sont des sujets qui sont plutôt réglés au niveau européen. C'est toujours compliqué quand on fait quelque chose dans un pays et pas dans les autres. Là, par exemple, Chine a décidé, on le sait depuis l'ouverture du BHV, de faire de la France sa cible principale dans le monde. Dans le monde. Parce que la France est la capitale de la mode et que pour eux, c'est un marché absolument énorme. C'est leur premier marché dans le monde. Alors, c'est vrai que tout ce que la France fait toute seule, et donc, en plus de ce qui vient d'être dit, il y a quand même 200 colis qui sont en train d'être ouverts à l'aéroport de Roissy, là, en ce moment. 200 000 colis. 200 000 pardon, colis depuis ce matin. Vous avez raison. 200 000 colis. Vous vous rendez compte? 200 000 colis qui sont en train d'être ouverts depuis ce matin et sur lesquels 80% d'entre eux ne correspondent pas aux normes de ce qu'on a le droit de vendre en France pour une raison ou pour une autre. Que ce soit un jouet pour les enfants sur lesquels c'est pas adapté, qu'il y ait des produits chimiques dangereux, qu'il y ait des étiquettes qui soient pas mises, etc. 80%. Donc il a fallu qu'on attende cette histoire de coïncidence entre les poupées et le BHV pour s'attaquer à ce sujet-là, mais c'est un sujet sur lequel tout ce qui concerne le numérique, en fait, les réglementations pour les télévisions, pour tout ça, sont extrêmement développées. Mais tout ce qui concerne le numérique est un problème parce que, comme ça a été dit, il y a ce problème d'extraterritorialité. Ouais. C'est très difficile pour un pays de réglementer complètement tout seul parce que ça dérive ailleurs. Donc il faut saisir l'Europe, mais ça n'empêche pas. Moi, je salue la réactivité de Sébastien Lecornu. Alors, il y a 3 procédures qui sont en cours et pour pouvoir sanctionner, il faut aussi le plus de preuves possible. Et la répression des fraudes et les douaniers, effectivement, contrôlent les colis Chine, notamment à l'aéroport de Roissy. On écoute la ministre Amélie de Montchalin qui était sur place ce matin. Aujourd'hui, c'est 100% de tous les colis arrivés depuis 24 heures qui sont bloqués. C'est 200 000 colis qui vont être ouverts par les douaniers, la DGCCRF, pour justement alimenter les 3 procédures qui ont été initiées par le Premier ministre. La première procédure, vous le savez, c'est la suspension du site. La deuxième procédure, c'est une enquête judiciaire. Et la troisième procédure, c'est une enquête européenne. Pour que nous puissions réussir à mettre un frein à ce qui est un système qui est manifestement non conforme par rapport à toutes nos normes, toutes nos règles et toute notre fiscalité, je vais y revenir, il faut qu'on puisse avoir des preuves. Les douaniers en ont tous les jours, mais aujourd'hui, la plateforme ne pourra pas dire qu'on a juste ouvert les mauvais paquets. Alexandre Kateb, vous êtes d'accord sur le fait, évidemment, que ce combat-là, il doit se mener au niveau européen. La France toute seule, elle ne peut pas y arriver. Oui, absolument. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'extraterritorialité, puisque c'est le droit européen qui s'applique. C'est la directive sur les services numériques et un certain nombre de règlements européens. C'est l'application de ces directives et de ces règlements qui doit être beaucoup plus stricte. Et c'est la législation européenne aussi qui doit se durcir, parce qu'aujourd'hui, toutes ces plateformes, ces marketplaces, en fait, qui ne servent qu'à acheminer des produits qui sont proposés par différents fournisseurs, en fait, ne sont pas contrôlés a priori. Ces produits peuvent être contrôlés a posteriori, justement, quand on constate des manquements. L'idée de passer d'un contrôle a posteriori à un contrôle a priori, eh bien, ça a un coût. Ça a un coût pour ces plateformes qu'il faut les obliger à assumer compte tenu aussi des bénéfices énormes que ces plateformes réalisent. Chine, par exemple, c'est aujourd'hui, je crois, plus de 2 milliards d'euros de résultats nets. Donc, ces plateformes ont les moyens d'investir. Maintenant, il faut, au niveau européen, effectivement, être beaucoup plus vigilant. Et ça ne concerne pas que les plateformes chinoises, ça concerne aussi les Amazon et les plateformes américaines notamment. Et c'est dans ce contexte-là que s'est ouvert aujourd'hui le salon du Made in France à Paris, porte de Versailles, avec des professionnels qui tentent de résister à cette concurrence féroce qui vient de Chine. Et c'est évidemment extrêmement difficile. On retrouve sur place Nicolas Laurent.
Comment être compétitif quand vous avez certes des produits de qualité, quand vous avez parfois des compétences uniques, mais que vos prix sont 3, 4, parfois 5 fois plus élevés que vos concurrents asiatiques? C'est un petit peu la question qui est dans tous les esprits ici des commerçants que nous rencontrons. On a parlé à Sébastien qui fabrique des jeans en Haute-Loire, en Puy-en-Velay, et qui me disait que son premier prix, c'était 149 € parce qu'il travaille avec des matières nobles. Et quand il voit sur Shein qu'il y a des jeans à un petit peu plus de 10 €, forcément, il a du mal à convaincre ses compatriotes d'acheter français. Écoutez. On veut faire du beau et on veut faire du qualitatif et respecter l'environnement, les travailleurs, puisqu'en fait chez nous c'est 35 heures. Du coup c'est pas, si vous regardez sur les réseaux sociaux, vous voyez vite qu'en Chine c'est 12 heures voire 16 heures de travail, quoi. Voilà. Donc en achetant français, on est aussi humain. On n'esclavage pas les gens. Vous achetez sur Shein, en fait, vous avez quelqu'un derrière la machine qui travaille jour et nuit, quoi. Et pour un salaire pas très conséquent. Un salon qui voit défiler beaucoup de responsables politiques, à commencer par le ministre de l'économie Roland Lescure, qui a insisté sur ce courrier envoyé à la Commission européenne hier, avec l'idée au fond que la France a pris sa part pour faire rentrer Chine dans le rang, à l'Europe désormais d'en faire pareil. Alexandre Kateb, avec quelles armes le Made in France peut-il combattre la concurrence féroce des Chinois et des plateformes comme Shein? Le Made in France, en l'occurrence, a perdu d'avance son combat contre ces plateformes. En tout cas, sur des produits qui ont une consommation très large, un volume très large, sur lesquels ces plateformes et les producteurs chinois, de manière générale, sont imbattables aujourd'hui. C'est perdu d'avance, c'est un combat perdu d'avance. C'est un combat perdu d'avance, ou en tout cas à l'instant T. C'est-à-dire qu'il faudra un mouvement de réindustrialisation massive pour arriver à être concurrentiel, et notamment en investissant dans l'automatisation. Et ça, c'est quelque chose qui ne pourra se faire que plusieurs années. Mais aujourd'hui, c'est un combat, clairement, qui est pour moi, qui ne vaut pas la peine d'être mené. Il faut se positionner sur des niches et des produits haut de gamme sur lesquels les produits français et européens peuvent concurrencer les Asiatiques. Mais sur les produits de masse, la concurrence n'est pas viable. Et depuis quelques jours, Valérie Lecable, on entend la détresse de certains petits commerçants qui fabriquent eux-mêmes leurs pulls, qui fabriquent leurs jeans, etc. Est-ce que vous aussi, vous dites leur combat est perdu d'avance? Ce que vous dites, malheureusement, c'est ce qu'on entend depuis des années. On a l'impression que la France a baissé les bras alors qu'on avait une des plus belles filières textiles qui soit, avec la vente de vêtements dans le monde entier. Alors ça demeure dans l'industrie du luxe, mais il y a une piste quand même qu'a commencé à lancer Méline Montchalin. C'est déjà, elle veut mettre une taxe de 2 € sur les colis pour en augmenter le prix. Si eux, ils fabriquent à si bas coût, protégeons nos frontières de ces produits-là. Avec cette critique qu'on entend, 2 €, c'est pas beaucoup, il faudrait mettre 50 € pour que ce soit dissuasif, mais pour mettre 50 €, il faut que toute l'Europe s'y mette. Enfin... Écoutez, pourquoi pas, il y a un moment, si vous voulez, quand il s'agit de sauvegarder, moi je suis pas du tout souverainiste, je suis pour la libre circulation des biens, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Donald Trump qui a montré la voie, qui a mis des droits de douane dans son pays. On peut se protéger un minimum quand même sur un certain nombre de choses. Alors, moi je trouve que cette histoire de normes, on se plaint souvent des normes en disant ça coûte cher et on n'arrive pas à les réguler, etc., etc. Puisqu'on les impose à la France, il faut à minima imposer que ceux qui rentrent en France doivent répondre aux mêmes normes. Donc effectivement, vérifier, contrôler et vérifier les normes, peut-être que... Alors oui, c'est vrai que c'est extrêmement administratif et un petit peu... ça essouffle, c'est pas très marrant d'ouvrir des colis toute la journée, mais si on fait ça pendant un certain temps, on peut peut-être dissuader à minima d'un certain nombre de choses et quand même augmenter le prix. Ça coûte très cher de les faire contrôler. On les fait contrôler par eux-mêmes, par les Chinois, en fait. Et au bout d'un certain temps, ça passe ou ça casse. Mais, oui, effectivement, on n'arrête pas la mer avec une petite cuillère, mais je crois qu'on peut commencer à mettre des bacs de sable, des lignées de sable. Vous savez, lorsque la marée monte, il y a des grandes marées. Or, la grande marée chinoise, elle date pas d'il y a un mois, elle date de 2, 3, 4 ans. Ça fait 4-5 ans que toute l'industrie française du prêt-à-porter alerte sur la fin du prêt-à-porter dans les 5 ans, 10 ans à venir. La France de 2035-2040, si on n'agit pas, n'aura plus de prêt-à-porter et n'aura plus de ce qu'on appelle les petits magasins multimarques, le retail multimarque. Tous les petits magasins qu'on a connus,
lorsqu'on était plus jeune, avec 4-5 marques, les petites boutiques, que ce soit dans les grandes villes et dans les centres-villes. D'ailleurs, au-delà de Paris, Chine arrive dans des petites villes aussi. Oui, absolument. À Limoges, etc. Et c'est là aussi qu'on entend les inquiétudes des petits commerçants. Il y a 5 galeries Lafayette avec lesquelles ils sont associés. C'est ça. Ils ont pour l'instant 5-6 têtes de pont en région. Mais leur objectif, c'est d'avoir 30, 40, 50, 100 boutiques en France. C'est un projet à long terme. Et pourquoi l'étape du BHV était absolument nécessaire? C'est parce que c'était une ouverture physique, de magasins physiques. Et à partir du moment où vous avez un étage entier de 1000 m², où les gens vont dans ces magasins, eh bien, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Je crois qu'il y a 2 solutions. Première solution, évidemment, on ne peut pas concurrencer les modes de production chinois, les salaires, les temps de travail, mais il faut réguler. Réguler. Et là, on entre dans une phase de régulation. Vous avez vu le propriétaire du BHV qui dit moi, quelque part, bon, même s'il y a un peu de... Voilà, il y a beaucoup de com', mais moi, je suis content, il faut qu'on régule ce marché. Et puis, deuxièmement, il faut qu'il y ait peut-être des subventions. Si enfin on réduit notre dette avec le budget et qu'on commence à avoir un petit peu d'argent pour subventionner, là, il faut aider les entreprises. Il ne faut pas aider les grands groupes du CAC 40, mais il faut aider les petits magasins. Les baux sont trop chers, les loyers sont trop chers. Donc, il faut, je pense, subventionner des petits magasins de prêt-à-porter français pour les... Et puis, troisièmement, entre le consommateur et le citoyen, il va falloir qu'on choisisse. À un moment donné, si on veut qu'il y ait des dizaines de milliers de suppressions d'emplois dans le prêt-à-porter et que nos grandes villes soient désertes, vous avez vu les images dans les grandes villes? On a des vidéos, on les a montrées hier, c'est désert, c'est le Far West, bail à céder, à vendre, bail à céder, à vendre. Eh ben, nous, citoyens, on a également un rôle à jouer. Alors, tout le monde veut réagir. Je vais faire réagir d'abord Alexandre Kateb et puis Valérie. Oui, non, mais par exemple, vous avez cité Donald Trump. Donald Trump ne veut absolument pas relocaliser l'industrie textile. Il ne se bat pas sur ce terrain-là parce qu'il sait très bien que c'est impossible. Il veut relocaliser la tech et les filières à haute valeur ajoutée. Et aujourd'hui, on se plaint que ces acteurs sont en train d'émerger, de dominer le commerce en France, le e-commerce. Mais ça, c'est une réalité qu'on a laissé faire pendant des années. Et c'est pas les producteurs chinois qui en sont responsables. C'est parce qu'on a encouragé finalement l'arrivée de ces plateformes numériques qui aujourd'hui représentent la majorité du marché de la distribution textile en France. Et ça, on ne pourra pas inverser la vapeur. Valérie Lecam. Non, il y a un monsieur qui s'appelle Raphaël Glucksmann, qui a été élu député européen depuis 2019, qui fait partie d'une commission sur les ingérences étrangères et qui a imposé, grâce à un combat qu'il a mené sans relâche, contre les multinationales, donc avant c'était Inditex, l'espagnol, Kia, Zara, Massimo Dutti, etc., de respecter les normes, c'est-à-dire il s'est battu contre le travail forcé, contre l'esclavagisme des Ouïghours, contre le fait qu'on ils le font eux. Et je peux vous dire quelque chose, c'est qu'il a fait évoluer les choses, c'est-à-dire que maintenant... Valérie, le groupe Zara, c'est un groupe espagnol. Oui, mais il se comporte beaucoup mieux maintenant qu'il y a quelques années. Oui, mais on est en Europe, Valérie. Là, on est en Chine. C'est très différent, le combat avec la Chine. Oui, c'est très différent, sauf que si les gens... Et Zara crée des emplois en Europe. Il faut obliger les Chinois à faire la même chose. Voilà, il va falloir qu'ils comprennent quand même qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi et qu'il y a quelque chose, qu'il y a un code de bonne conduite, en fait, à respecter et que si ce n'est pas ça, on n'y a pas. La deuxième chose, je voudrais juste, après je vais raccourcir, mais qui faisait la queue devant le BHV? Personne de plus de 25 ans. Il faut que les jeunes comprennent que ce sont les emplois des parents et même de leurs grands-parents là qui sont en cause. C'est-à-dire que c'est pas juste, on n'est pas juste en train de rigoler, de changer de robe tous les matins ou je prends les vêtements, de les balancer. Je croyais que les jeunes étaient écolos, moi. J'avais entendu dire ça, qu'ils sont en train de contribuer à détruire la planète. Oui, mais ils ont pas beaucoup d'argent et c'est ça qui se passe aussi. Et ils consomment tellement, ces gens-là. 22% de leur CO2, c'est dans des bêtises pareilles, c'est pas possible. Non, mais il n'y a pas que ça, Valérie. La surconsommation, c'est pas. On pense aux millions de Français, effectivement, qui n'ont pas les moyens d'acheter des vêtements. Mais je peux vous dire, et on en connaît, dans des grandes métropoles, des jeunes filles ou des jeunes hommes qui ont relativement les moyens, mais qu'est-ce qu'ils aiment? C'est pour leur soirée acheter un vêtement qui va coûter 19 €, ils vont le mettre 2 fois. C'est une incitation à la drogue du vêtement. C'est la drogue du vêtement. Et ça, sur ça, on peut agir. Il y a une sensibilisation. On peut faire des campagnes d'intérêt général, par exemple. Léonard
raison, Vinted, ça coûte moins cher. On Je peut faire à salue la donc télévision. Léonard Attal qui nous a rejoint. Alors, Chine, ils sont extrêmement malins parce qu'ils ont créé un marché de deuxième main Tout à fait. où on peut revendre. Donc, vous voyez, ils ont été obligés. Ils l'ont pas fait au début. On leur a dit ça, ce que vous venez de dire, et ils ont créé un marché de deuxième main. Alors, c'est pas la panacée, mais c'est un petit effort. Il faut éduquer les gens qui comprennent ce qui est en train de se passer. Alors, on va